Salma, Marie et Florine. Bravo. Petit tour de présentation. En fait, vous avez toutes les trois sur un profil à au moins 2 casquettes, si c'est pas plus. Il me semble qu'il y en a qui en connaissent beaucoup plus que ça. Avec un peu un pied dans la recherche et un pied dans l'associatif, voire les 2 pieds dans les deux. Donc, quand je vous ai eu au téléphone pour préparer cette table ronde, vous m'avez toutes les trois plus ou moins dit que pour vous c'était aussi une forme d'engagement différente, les deux. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu quelle est votre trajectoire, comment est-ce que vous en êtes arrivé à avoir les 2 casquettes? Je crois que Florine, tu as commencé dans une ONG de solidarité internationale pour en venir à la recherche ensuite. Oui, donc effectivement, j'ai d'abord été salariée dans des ONG de solidarité internationale, donc plutôt dans des sièges d'associations assez importantes, type Handicap International, Action contre la faim, Médecins du Monde, ou ATD 40 dans un autre registre, donc plutôt des associations à portée internationale sur la solidarité internationale. Et en fait, j'ai été dans ma pratique un peu heurtée, en difficulté sur le décalage entre les idéaux qui étaient portés par ces associations, à savoir la solidarité internationale, et les pratiques effectives qui étaient plus de l'ordre de la philanthropie. Et du coup, je me suis retrouvée, à titre un peu personnel, un peu en dissonance. J'ai quand même continué dans ce domaine avec mes petits cahiers pour prendre des notes et voir un peu ce qui jouait, ce qui me posait souci. Et à partir d'un moment, je me suis dit, non, c'est important d'aller gratter ça. Et je suis débordée là, dans mon activité, je ne sais pas comment m'y prendre. Et du coup, j'ai fait une thèse. Alors, c'était peut-être pas le moyen le plus facile de répondre à ma question, mais là, c'était le seul dont j'avais eu connaissance par d'anciens profs, etc. Et je voulais vraiment gratter cette question, parce qu'au préalable, avant d'aller dans le domaine de la solidarité internationale, j'étais en école de commerce. Donc déjà, j'avais fait un truc, j'avais déjà fait un quart de tour quand même, en termes de changement de direction. Et je me suis dit, non, je peux. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je cherche au final, où j'ai envie d'aller. Donc c'était aussi des questionnements très perso. Donc voilà, donc une thèse CIFRE, qui a précisé, donc CIFRE pour l'acronyme, c'est quelque chose de type convention industrielle de formation par la recherche. Voilà. Donc, c'est une convention entre le ministère de la Recherche qui participe au financement, entre une association qui recrute un doctorant employé et un laboratoire de recherche. Donc j'ai fait le laboratoire de recherche, en l'occurrence, était à Clermont-Ferrand, donc le laboratoire dont vous avez entendu parler tout à l'heure, qui s'appelait encore à l'époque Communication et Solidarité. Et la structure recruteuse, à l'époque, c'était Serapcop, donc un centre de ressources autour de la coopération internationale, un centre de ressources régional. Donc j'ai fait cette thèse CIFRE et ça m'a bien plu d'être à la fois en milieu associatif et à la fois dans le milieu de la recherche, et de nourrir les questionnements qu'on se posait en association par de la recherche. Donc on s'est mis en recherche, en fait, au sein de l'association, sur les thématiques, parce que moi, la thématique qui m'intéressait sur ces décalages, évidemment que les associations de solidarité internationale les vivaient aussi. Donc on s'est mis en recherche ensemble sur cette question-là. Donc on peut parler de recherche participative, mais ça n'a pas été participatif tout le temps, et notamment l'écriture de la thèse, les entretiens, c'est moi qui les avais menés, l'écriture de la thèse, c'est moi qui l'ai écrite, et depuis je continue à être à la fois dans le milieu associatif et dans le milieu de la recherche, donc notamment par exemple avec l'Observatoire de la post-croissance et de la décroissance, qui est une association mais qui est créée par des universitaires et qui est rattachée à l'université. Donc là c'est des militants chercheurs, j'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure, travaillent ensemble et qui ont notamment monté une revue qui s'appelle Monde en décroissance. Et bien sûr, une de mes activités principale qui était au sein du réseau des cafés et des cantines associatives, où j'ai été recrutée donc, en tant que salariée pour impulser de la recherche-action au sein du réseau avec les associations membres. C'est les FONGEP Recherche. Et voilà, ces FONGEP Recherche-là avaient aussi vocation à créer plus de liens entre recherche et action sociale. Et puis voilà, il y a plein d'endroits comme ça où se croisent dans mon cheminement la dimension associative militante et l'aspect recherche, et je ne sépare pas les deux. Et Salma, toi je crois que c'est, du coup Salma et Marie, vous c'est l'inverse en fait, vous aviez d'abord le métier de chercheuse et vous en êtes arrivés à vous investir dans des associations, notamment l'île aux paysans et la ferme de la Sarrière, où vous êtes toutes les deux, terre de liens pour toi. Comment est-ce que vous en êtes arrivés là? Pourquoi avoir franchi le pas? Oui, effectivement, le parcours pour moi est exactement l'inverse. Donc moi je commence par la recherche classique, donc en géographie.
universitaire, avec des terrains aux Antilles sur les questions de pratiques agricoles. Et en arrivant en Auvergne, très vite, j'ai été projet en partenariat, donc des projets qu'on appelait les PSDR, donc c'est les programmes sûrs et pour le développement régional, qui sont devenus aujourd'hui les programmes TETRAE. Donc voilà, il y a eu quand même une mise dans le bain de la recherche en partenariat. Voilà, ça fait sens déjà parce que les produits de la recherche sont directement réfléchis pour que ce soit utile et utilisé par nos partenaires. Mais malgré tout, pendant 15 ans, quand même, j'étais pas très à l'aise avec mes façons de procéder en recherche, toujours très en distance quand même de ce qui se passait sur le terrain. Et pour le coup, du coup, en distance par rapport à ce qui se faisait sur le terrain avec les partenaires. Et puis j'ai eu l'occasion de faire du terrain une fois avec un collègue qui était lui-même impliqué dans des associations et de rencontrer les gens qui ont fondé l'association Ilopéisant, qui m'ont proposé de participer. Ils avaient ce besoin, je pense, comme beaucoup d'associations, d'impliquer le monde de la recherche pour réfléchir ensemble, pour aller ensemble dans des démarches de réflexivité en fait, par rapport aux pratiques quotidiennes. Et donc aujourd'hui, je suis effectivement présidente de l'association Ilopéisant, mais pour le coup, applique pas ma casquette de chercheur. Pas encore, en tout cas, parce qu'il faut faire des choix. Et c'est avec cette casquette en tout cas de Ilopéisant et puis casquette chercheur on m'a proposé à un moment donné de venir voir un petit peu sur le terrain de la plaine de Sarriette, autour de la mise en place d'une ferme agroécologique citoyenne. Donc il y avait plein de dimensions qui faisaient vraiment sens pour moi par rapport aux questions de transition. Donc, ce que disait Eric tout à l'heure sur le fait qu'à un moment donné, on dit faut y aller tous ensemble. Et donc j'y suis allée un peu avec cette casquette Ilopéisant qui était impliqué dans le projet aussi en tant que chercheur. Et du coup, je suis très impliquée sur ce projet et donc j'assume beaucoup plus la casquette l'acteur sur le terrain. Donc là, j'ai fusionné des casquettes. Et donc aujourd'hui, je fais partie effectivement donc il y a eu, je ne vous fais pas toute l'histoire de cette ferme-là, mais ça a été une association à un moment donné, une association d'associations, dont Ilopéisant, Terre de Liens et Bio 63, et puis cette ferme est devenue une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif. Et donc aujourd'hui, j'ai participé à toute la construction de la ferme via un groupe membre du conseil, ce qu'on appelle le conseil de surveillance de cette SIC, donc pour assurer le suivi des dimensions qu'on a mises tous ensemble dans ce projet-là. Et je suis aussi au conseil d'administration d'une association qui a été créée dans le cadre de ce projet-là qui s'appelle le Roseau. Et j'ai toujours aussi la casquette Ilopéisant qui intervient. Voilà, donc aujourd'hui, via ce projet-là, effectivement, moi j'assume complètement d'être. Et ma place est claire pour tout le monde dans ce projet de ferme. Donc je suis là au titre de chercheur, à titre individuel, tout ça se compose de façon uniforme. Ok, merci. Moi, c'est pareil que Marie, je suis géographe. C'est vrai, merci de nous inviter parce que ça permet aussi de faire un petit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait avant. On n'a pas toujours le temps d'y réfléchir en réalité. Voilà. Parcours classique d'une thèse en géographie sur l'Auvergne, qui était un territoire étranger pour moi, un ancrage très fort sur des recherches de terrain. Le terrain est très important pour d'autres disciplines, mais pour la géographie, là, pour le coup. Et l'interface avec les acteurs, en y réfléchissant là ce matin, en fait, il date aussi des années 90 où je commence ma thèse. Mais un certain lien avec les acteurs, c'est-à-dire que dans mon labo, le labo historique de la géographie rurale où j'ai fait ma thèse, à Clermont, ils étaient connus aussi pour travailler avec des politiques publiques et faire des travaux de recherche pour produire des formes de ce qu'on appelle les recommandations de politique publique. Donc déjà dans les années 90, il y a cette dimension-là, mais qui ne se dit pas de la recherche-action, clairement. Et évidemment, un côté un peu linéaire, on finit sa thèse, on cherche des postes, etc. J'ai été recrutée dans une équipe clermontoise, à l'époque, c'est ce qui est AgroParisTech et l'UMR Territoire, auquel on participe, on est membre avec Marie, et il y a ces programmes PSDR, effectivement, sur le développement régional, où on est en prise directe avec la recherche-action, c'est-à-dire une recherche qui va partir de questionnements des acteurs, où on va discuter finalement des problématiques, des enjeux de connaissances à produire pour répondre à des problématiques territoriales. Donc la génération 3, c'était la première en Auvergne. Elle avait déjà lieu ailleurs dans d'autres régions. À l'époque, moi j'étais impliquée dans un projet qui s'appelait Ressources territoriales, gouvernance et politique publique, où on travaille sur l'ensemble des thématiques pour des fins de développement territorial. Voilà.
avec une interaction très très forte avec un acteur de la région, enfin, de notre territoire qui est PNR du Livre Ardois Forest, avec qui on maintient une implication de long terme, d'échange, etc. Qui est un conseil scientifique, je crois. Et qui est un conseil scientifique auquel je participe depuis quelques temps. Cette espèce de trajectoire, un peu au fur et à mesure, on est impliqué, on se forme aussi à cette pratique de recherche, à la production d'un certain type de valorisation. Il n'y a pas que la valorisation scientifique, il y a une injonction. Hein. Il faut produire le scientifique, les articles, etc. Mais quelque chose qu'on découvre qui est aussi de la valorisation pour des acteurs. Il y a tout un travail qui se construit au fur et à mesure, où on n'est pas des spécialistes, hein. On apprend avec des acteurs comment faire. Le mouvement associatif, je dirais que j'y suis pas arrivée par la recherche, j'y suis arrivée par la formation. C'est-à-dire que je suis enseignante-chercheur dans une école d'agro. Les programmes, même à l'université aujourd'hui, de master, il y a la dimension professionnalisation, 50% d'intervention de l'extérieur. Sur des sujets, on arrive avec son pédigree, hein, quand on est dans l'enseignement, avec ses thématiques, etc. Moi, ma thématique, c'était l'agriculture périurbaine, le foncier, etc. Et c'est vrai que quand on est dans cet exercice de construire les programmes, les modules, etc., on doit être attentif aux signaux faibles, ce qui se passe dans le terrain, qui sont les professionnels, etc. Sur la question du foncier à l'époque, en 2012, par là, Terre de Liens. Donc je lis un lien, il y avait un référent sur la région, je suis curieuse, on échange, etc. Bon, ça s'arrête là, hein, c'est des interventions. Et puis, un hasard qui fait que sur mon territoire, je me suis impliquée sur une installation agricole qui, de fait, n'était pas du tout fléchée sur un portage par Terre de Liens. À la base, c'était un GFA, sur un verger, sur Saint-Amand-à-Lande. Et il se trouve qu'il y a une rencontre entre Terre de Liens et ce projet. Et donc aujourd'hui, pour ceux qui habitent le coin, il y a cet espace verger avec 2 ou 3 structures, des premiers vergers tests sur la région, donc île aux paysans. Voilà, cette unité-là. Donc moi, personnellement, j'ai essayé de faire des murs entre mon implication citoyenne dans Terre de Liens, parce qu'au fur et à mesure, je suis rentrée au CA, etc. Et puis, ce que je travaillais sur la recherche. Et en 2010-2012, par là, pour moi, il y avait deux branches sur les questions d'aménagement en périurbain, en agriculture périurbaine. Il y avait la question du foncier, il y avait la question de l'alimentation. Et de fait, de mon implication en disant, il ne faut surtout pas que je mélange le militantisme avec la recherche, il faut rester rigoureux, il faut rester carré, machin, parce qu'on est influencé aussi par des formes d'injonction. Quelque part, si on est impliqué, ça veut dire qu'on ne fait pas de la bonne recherche. Donc on est plutôt dans des formes de défense et de plaidoyer. Donc pour moi, il fallait dissocier les deux. Donc j'ai choisi d'orienter mon application citoyenne associative sur le foncier. Et je suis en apprentissage aussi. Quand on est dans ces engagements-là, on ne sait pas tout faire. Il y a des formes de co-apprentissage dans ce milieu-là. Et puis j'ai poursuivi une trajectoire de questionnement pour des questions de recherche sur l'alimentation. Au fur et à mesure, ces deux trajectoires se rejoignent. De fait. Finalement. Parce qu'il y a une forme de maturité aussi. Il y a le temps qui passe. Il y a des formes de prise de recul sur les choses. Il y a des opportunités de montage de projets de recherche et l'émergence aussi de cadres de recherche, d'appels d'offres, qui cadrent cette recherche participative et qui donnent un peu les éléments constituants, en tout cas les garde-fous, qui permettent d'être un peu plus à l'aise, d'être assez... on est un peu plus lucide, ou un peu plus attentif aux casquettes qu'on a au fur et à mesure. Donc voilà, ça se déploie comme ça. Alors, le PSDR, c'est du tétrail après, des programmes toujours... il y a des projets ANR, premier appel, des recherches participatives il y a 1 an et demi. Et voilà. Donc, j'ai cette implication dans Terre de Liens qui est un peu le socle de mon implication citoyenne. Terre de Liens, c'est parmi les associations fondatrices de la ferme de Sarliève, donc participant de fait à la création de la SIC. Et puis, donc membre du conseil de surveillance au nom d'une association citoyenne qui est associée à la ferme, qui est le Roseau que je préside. Voilà, on va parler précédemment. voilà.
Moi, ce que je trouve intéressant dans tous ces exemples, c'est un peu que la base d'une collaboration, c'est aussi des personnes qui se rencontrent. Du coup, ça enclenche des choses. De ton côté, c'était plutôt utiliser les expressions mettre en recherche, prise de recul, etc. Donc, il y a quand même des interrogations qui viennent des associations elles-mêmes. Mais il y a aussi l'opportunité du croisement à un moment avec soit une personne qui voulait faire de la recherche, soit une personne qui fait de la recherche pour poser ce sujet. Donc quand on en reste sur cette idée de qui sont les personnes impliquées dans la recherche participative, collaborative, recherche-action, whatever, comment est-ce que vous, dans vos expériences, dans vos dernières expériences de recherche, qui est impliqué, à quel niveau, à quel moment, est-ce que vous avez posé un cadre, pourquoi, comment? Est-ce que vous avez un tiers-veilleur? Parce que c'est des mots qu'on voit arriver aussi dans les nouveaux appels à projets. Justement, donc, sur le projet de la ferme que j'ai évoqué, depuis le tout début, dès que les premières idées ont émergé de création d'une ferme sur cette grande plaine à proximité du Zénith de Clermont, il y a des salariés bénévoles des différentes associations qui étaient impliqués, qui ont dit tout de suite, oulala, on se lance dans un truc un peu complexe, il va falloir capitaliser, quoi. Il faut qu'on archive tout ce qui va se faire. Là, dès qu'on a une réunion, des comptes rendus de réunion, on met tout ça sur un drive, on partage tout et on crée de la matière. Et c'est sur cette base-là qu'on a émergé ce qu'on a appelé un groupe capitalisation dans ce projet-là. Et parce que l'idée, c'est vraiment à la fois de faire émerger une ferme et puis de pouvoir essaimer, chemin faisant, en fait, les leçons qu'on tire des difficultés qu'on peut rencontrer en termes de gouvernance, des difficultés en termes agronomiques. Et donc, ce groupe capitalisation-là, pour répondre à ta question, l'idée, il y a dedans 3 personnes qui sont à la co-animation de ce groupe, donc Salma et moi, et une salariée de l'association Terre de Liens. Donc ensemble, on a pensé comment animer, comment faire en sorte que les autres personnes qui sont impliquées dans le projet puissent, avec nous, construire des connaissances chemin faisant sur ce qui se passe. Et donc nous, on est arrivés avec nos lunettes de chercheurs, nos cadres d'analyse et nos propositions de méthode, en fait, qui consistent, très court, mais à se dire on va aller regarder qu'est-ce qui se passe en termes de quelles sont les controverses chemin faisant, comment tout le projet se matérialise sur le terrain, qui sont les acteurs en présence, comment ça va évoluer et quel est le contexte et tout ça on va le regarder au fil du temps. Donc l'idée c'est vraiment de construire cette connaissance, de construire une chronique de projet chemin faisant. Et donc vraiment donc il y a la co-conception alors déjà la question même c'est les chercheurs et les acteurs qui sont présents dans ce projet-là. La méthode qui est mise en place, ça vient un petit peu plus des chercheurs, mais pour le coup, la salariée de Terre de Liens est une partie prenante aussi. Et après, à peu près tous les 3-4 mois, on se réunit en groupe élargi avec différents salariés des associations, différents bénévoles, et on réfléchit ensemble à effectivement quelles sont les informations qu'on va formaliser dans le cadre de cette chronique. Donc on construit ensemble la connaissance. Et après, effectivement, dans les analyses, de la même façon, l'analyse se fait chemin faisant entre chercheurs et acteurs, pour faire juste ces 2 gros pôles, même si c'est un peu plus complexe. Et après, il y a les questions de valorisation. On essaye de mettre en place des valorisations vraiment typiquement recherche, mais pour le coup, le premier essai qu'on a fait, donc typiquement un article scientifique, on associe, il y a deux co-auteurs, le chercheur et 2 co-auteurs. Et après, il y a bien l'idée de mettre en place des valorisations qui ont plus la balance opérationnelle, moins conformée aux règles de l'académie. L'idée, c'est vraiment qu'on soit sur la co-conception, du co-design. On est vraiment sur la recherche transdisciplinaire ou de l'action. Ouais, donc si je résume un peu, il y a un petit groupe qui connaît les méthodes scientifiques notamment, qui a proposé un cadre pour capitaliser, dont tout le monde se sert. Oui. Et ça va jusqu'à la co-rédaction du coup, des productions. On aime beaucoup et c'est quelque chose qui est pensé aussi dans d'autres programmes de recherche. Il y a une vraie réflexion sur, effectivement, à partir du moment où on est dans des projets de recherche en partenariat, ça fait sens énormément pour nous que les questions se construisent tous ensemble, donc que les résultats correspondent bien aux attentes des uns et des autres, de tous les acteurs participants au projet, et que ça aille jusqu'à des co-rédactions. Ce qu'il faut ajouter à ça, à mon avis, quand on positionne comment se fabriquent ces recherches, on a l'idée qu'il y a des chercheurs, il y a des acteurs. Mais ces acteurs, on a l'impression que c'est un tout homogène. Mais ce n'est pas le cas. On travaille quand même avec des acteurs, des salariés, des bénévoles qui ont aussi un niveau de formation et qui ont des compétences. Et donc, de fait, il n'y a pas
en tout cas dans les expériences, je ne prétends pas dire c'est comme ça que ça marche partout, il y a quand même une espèce de... On est au même niveau. Par exemple, moi je peux m'appuyer sur le projet Ferment, qui s'appelle Ferment agri-alimentaire, qui essaye de travailler, ou en tout cas de construire une réflexion sur le changement d'échelle, les alternatives agricoles. C'est un questionnement qui vient de la Fédération Terre de Liens. En gros, on commence à voir dans le territoire national des nouvelles formes d'organisation de fermes collectives, résilientes, coopératives, avec des modèles économiques, ça peut être les SIC, agricoles, etc. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais par contre, on voit bien qu'il y a de l'innovation derrière. Et on va aller regarder de plus près. Alors, on le remarque dans le réseau Terre de Liens, mais on voit bien que ça se développe aussi hors de ce réseau. Et on a besoin d'avoir des éléments de compréhension des mécanismes et des facteurs de réussite, finalement. Et si ces initiatives, qui ne sont ni des fermes classiques, ni des grandes firmes, comment elles peuvent changer d'échelle, comment elles peuvent activer les transitions. Première rédaction du projet qui a été financé pendant 2 ans par la Fondation de France sur des petits trucs, des petites enveloppes. On avait écrit un truc pour 3 ans, on nous a dit ben non, mais il y a des facteurs de risque pour que vos initiatives étudiées n'émergent pas, donc on ne va pas vous donner. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Les premières écritures, c'est pas le côté chercheur qui l'a écrit, quoi. C'est plutôt les acteurs, les salariés, etc., qui ont donné, qui ont versé les premiers écrits, et nous on les repassait derrière, etc. Voilà. Et puis à un moment, donc c'est pour dire on est sur une forme de collaboration au même niveau, quoi. Et puis au moment, et ça c'est intéressant, au moment où on identifie l'appel à projet de l'ANR, avec un cahier des charges un peu, à la fois classique et un peu innovant, on ne sait pas. On prend en charge cette réponse-là et on y met, nous, nos compétences de cadrage, de contextualisation, de problématisation scientifique, de concept, etc. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui est assez complémentaire au final. Bon, il se trouve que c'est passé. Et donc, c'est là où on a la fonction de tiers veilleur qui était imposée par le programme. Il se trouve que notre tiers veilleur, c'est quelqu'un avec qui on travaillait déjà, donc Cap Rural, et qui, de fait, assure une fonction dont on n'a pas tellement besoin, et elle nous le dit. C'est-à-dire que le tiers veilleur, qu'est-ce qu'il fait? La compréhension que j'en ai aujourd'hui, c'est celui qui assure des échanges équilibrés entre chercheurs et acteurs, qui s'assure que le langage mobilisé est au niveau de compréhension pour tout le monde, qu'il y ait des produits de valorisation qui bénéficient aux deux, en partant de l'hypothèse qu'il y a une forme de déséquilibre, et il peut y avoir des déséquilibres, ceci dit, elle dit finalement, vous n'avez pas tellement besoin de moi, parce qu'il y a une interconnaissance à la base. Et ça ne veut pas dire que cette fonction-là n'est pas nécessaire sur d'autres projets. Voilà. Ok, merci. Oui, je trouve intéressant justement que toutes les deux vous puissiez dire que c'est vrai qu'on parle de recherche-action avec parfois une rencontre avec des chercheurs et des acteurs, mais que finalement c'est pas si polarisé que ça et que c'est plus complexe. Et c'est vrai que moi, si je parle de l'expérience du réseau des cafés associatifs, c'est nettement plus complexe effectivement que finalement quand on parle de recherche-action, on a ce trait d'union. Et du coup, il n'y a pas une opposition entre la recherche et l'action. Quand on parle de ces deux mots, c'est presque des abstractions. Il n'y a pas de recherche pure d'un côté et de l'action pure de l'autre. Et même de considérer qu'il y aurait une recherche pure, c'est quelque part dangereux, parce que ça voudrait dire qu'il y a des chercheurs dans une tour d'ivoire qui sont déconnectés du terrain et qui font leur petite sauce. Donc, du coup, je trouve que justement cette terminologie de recherche-action, je viendrai sur le concret après, vous inquiétez pas, je ne vais pas partir dans les trucs, mais il me semble que c'est quand même important de préciser que ce terme de recherche-action avec ce trait d'union, il vient aussi donner un petit coup de pied dans la fourmilière d'une certaine forme de recherche qui se dirait neutre et qui a été quand même pas mal discutée, critiquée, que ce soit par la philosophie des sciences, que ce soit par les sciences de l'éducation, enfin par plein de disciplines en fait. On n'est plus là-dedans dans ce mythe de la neutralité. Il a été quand même largement remis en question. Mais je suis bien d'accord que ça évolue dans ce sens.
Alors disons qu'il y a des écrits scientifiques qui viennent l'interroger et questionner en disant que à la fois la neutralité elle est impossible parce que tous autant qu'on est en tant que chercheurs et acteurs, on est dans le monde qu'on est en train d'étudier, on n'est pas en dehors, on est bien dedans, et elle est aussi indésirable parce que la neutralité, ça voudrait dire l'absence de valeur, donc faire une recherche sans valeur, je ne suis pas sûre que ce soit désirable dans le monde dans lequel on vit. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faudrait peut-être arrêter de chercher et arrêter de découvrir, je ne suis pas sûre que ça serve l'humanité. Donc cette question des valeurs, elle est quand même, elle est quand même importante. Donc, c'était le petit écart, c'est tout ce que pouvait apporter la recherche-action, d'un point de vue aussi connaissance de la science et autre manière de pratiquer la science, donc qui me semble vraiment primordial. Et pour revenir au plus concret avec ce qu'on fait plus précisément au sein du réseau, qui faut donner un exemple, donc le réseau des cafés associatifs et des cantines. Donc moi, on pourrait dire que je joue le rôle de la chercheuse parce que je suis docteur, donc symboliquement. Sauf que la personne avec qui je travaille principalement, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui pour cause de neige, forme des personnes à la recherche-action. Donc si vous voulez, la manière dont on pratique la recherche-action, les capacités de recherche de l'un et de l'autre sont présentes en fait. Donc c'est plutôt c'est un travail ensemble et donc lui cette personne-là est chercheur, moi je le considère comme chercheur, je ne le dirais pas comme ça, mais il forme à la recherche, donc il est en tout cas formateur à la recherche-action. Et moi, de mon côté, j'ai aussi contribué à la création d'un café associatif. Donc, dans le réseau des cafés associatifs, je suis quand même pas mal actrice. Et du coup, on est plutôt sur un travail ensemble autour de la production de connaissances qui peuvent servir à nos lieux. Donc, par exemple, une recherche qu'on a terminée, c'est quels sont les facteurs de fermeture, d'échec des cafés associatifs. Donc ça nous permet de dégager des pistes pour les autres lieux. Une autre recherche autour des cafés-cantines associatives et de l'écologie. Comment elles contribuent, participent à la transition écologique. Et donc là, c'est là qu'il y a un aspect engagé qui surgit, parce que je ne suis pas arrivée en disant... j'avais bien des valeurs. Je ne suis pas arrivée en disant pourquoi faudrait être écolo. Ça, je ne l'ai pas remis en question. On a bien travaillé ensemble dans ce sens-là. Et dire le contraire, ce serait de malhonnêteté intellectuelle. Donc voilà, on a travaillé ensemble sur ce point-là. Donc là, vraiment en collaboration. Par contre, les limites fortes, c'est qu'on est sur un fonctionnement réseau. Donc une association d'associations avec plein d'associations membres. Et pour le coup, les thématiques de recherche sur lesquelles on a travaillé avec mon collègue, elles ont été repérées par les associations membres, ça c'est clair. Mais par contre, les enquêtes qui ont été menées, tout ce qui est collecte de données, analyse des données, les associations membres ont très très peu participé en fait. Parce que à la fois, sur l'aspect idéal porté, où allez, on va tous se mettre ensemble à mener l'enquête, ils me suivaient, ils avaient envie. Sauf que on est un réseau national avec plein d'associations partout en France et puis même ailleurs d'ailleurs. On déborde des frontières. C'était des thématiques d'intérêt qui leur posaient question, mais dans ces lieux, donc ce sont des tiers-lieux associatifs, où il y a quand même une injonction du faire qui est extrêmement présente et où il y avait une réelle difficulté de prendre du temps pour mener l'enquête en fait. Donc ils sont intéressés par les résultats, etc., mais pas forcément par la participation à l'enquête. Donc là, moi, je me retrouve quand même aussi un peu en difficulté par rapport à l'idéal, ce que j'aimerais faire, ou ce que je porte d'un point de vue épistémologique de c'est quoi la recherche-action, et ce qu'on est en capacité de faire. Mais c'est aussi, je pense, parce que c'est assez récent, ces démarches de recherche-action participative au sein de notre réseau des cafés associatifs, donc avec les membres, avec les différents membres, et qu'on a aussi besoin de temps, aussi de plus d'interconnaissance, de créer des liens peut-être plus forts aussi, parce que ce sont des lieux où les gens ne sont pas tout le temps les mêmes, les gens qui viennent aux rencontres ne sont pas tout le temps les mêmes, donc il y a toute une démarche de création de liens qui prend énormément de temps et qui ne rentre pas forcément dans les projets de recherche-action à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. En fait, c'est toute une culture à travailler qui
demande du temps. Enfin, il y a de l'imprégnation qui est nécessaire. Ouais, du coup, des modalités un peu, disons des cadres un peu différents, parce que toi, c'est un projet de recherche. On a parlé du projet de la Sarliève, je crois que c'est un PSDR, enfin un tétrail. Du coup, c'est des cadres différents, mais effectivement, je rejoins ce que vous disiez, ça existait déjà il y a un certain temps au PSDR, ça a beaucoup d'ancienneté, mais c'était un peu des pionniers à l'époque, en France en tout cas. Et on parlait moins de recherche participative, recherche-action, etc., que de valorisation, il me semble. Et le pilier, c'était la valorisation vers les acteurs du Voir la terrain. vulgarisation. Voilà, exactement. Avec mon Cap Rural qui avait fait un travail là-dessus. Donc, vous pouvez retrouver comment travailler la valorisation depuis le début du projet. Et du coup, je trouve qu'en termes de méthodologie, on rejoint quand même pas mal les débats sur recherche participative de tous les acteurs au même niveau sur toutes les étapes du projet. Là, du coup, maintenant, l'ANR, elle a ses appels à projets Sciences Avec et pour la société. Donc, il y a 1% du budget de l'ANR royal dédié à cet appel à projet. Non, mais en vrai, je rigole, mais c'est une évolution. Il y a sur Tétrae, il y a aussi la possibilité maintenant de faire financer des associations pour leurs activités de recherche, ce qui était, je ne crois, pas le cas. Là, ils sont officiellement partenaires du projet. Ça change aussi un peu la donne. Parce que la question des moyens, tu le soulignais, elle est importante aussi. De se donner les moyens de mettre en recherche et de participer, ça prend du temps. Donc ma question, après ce brossage d'évolution du panorama de la recherche et de comment est-ce qu'on implique des acteurs qui ne sont pas chercheurs ou chercheuses professionnels, c'est un peu, c'est quoi, selon votre expérience à vous, les atouts et les limites de ce type d'exercice, et est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on aille plus facilement vers ce type de démarche? Je pense quand même que ce qui a été évoqué là à l'instant, c'est le cadre de financement. Je pense que les cadres de financement existants, même avec celui de l'ANR, ça reste quand même classique. On monte un projet, on écrit, on le soumet, il est financé et bim, on va mettre. Or, dans des constructions de recherche participative, où on va au-delà du questionnement que se posent les acteurs, etc., dans une co-construction de la problématisation, des façons dont on va aborder la question, etc., ça demande du temps. Et ce temps-là, il n'est pas financé. Nous, on l'a expérimenté sur le Tétrae, qui est pourtant l'héritier de PSDR. Du fait de la programmation régionale, enfin, c'est un financement INRAE et région, qui a aussi ses propres règles. On est d'accord ? Donc, la temporalité de déploiement de cet appel d'offres fait qu'on n'avait même pas un an pour tout rassembler. Et en un an, bon, ça vous donne un peu le degré d'association, de prise en compte, de co-construction. Et donc, du coup, cette co-construction, elle va être quand le projet passe, elle va être réinjectée dans le projet. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du financement de l'émergence, qui peut se poser pas d'autre chose encore, mais le financement de l'émergence de ces collectifs complexes, hétérogènes, qui suppose aussi qu'on apprenne, même les chercheurs, qu'on apprenne à construire des choses avec les autres, avec d'autres visions, etc., ben, il faut qu'on en tienne compte. Ça ne s'inventerait pas du premier jour. Alors ça s'invente quand on a déjà des travaux qui ne sont pas financés, parce qu'on va prendre, nous, notre temps, il est financé par nos salaires, qu'on va afficher dans des projets. Ce n'est pas des participations gratuites, c'est le cofinancement. Du côté associatif, il n'y a pas de levier financier pour venir alimenter ça. Je pense que la reconnaissance de l'effort de co-construction à l'amont, il est super important avant d'envisager la suite. Je pense que cette question-là elle a été plutôt discutée sur les dernières rencontres CO3, que je n'ai pas approfondi, donc il faudrait regarder de ce côté-là ce qu'on en dit. Moi, je suis pas sûre je voulais dire un truc, mais je suis pas sûre que ce soit un lien avec ta question. Mais effectivement, ça a évolué et on voit qu'il y a une reconnaissance du coup de la recherche-action qui est de plus en plus forte, à l'INRAE en particulier, dans un département qui valorise ça pleinement et ce depuis plusieurs décennies maintenant. Donc on est plutôt confortable avec ça, mais tu le dis, hein, la marge de financement, elle n'est pas non plus folle dans ces programmes-là. C'est pas ça qui maintient des associations sur nos territoires pleinement. Enfin, peut-être justement quand on parle de question de posture, en fait, certains chercheurs qui ont des compétences, certains acteurs qui ont des compétences, une trajectoire recherche, et puis des chercheurs qui sont impliqués, embarqués dans des associations. Je pense que ça fait partie quand même des critères qui vraiment peuvent favoriser l'émergence de projets de recherche-action. Et
Et par contre, ça se travaille, c'est du travail au long cours, quoi, l'implication. Donc, il faut aussi que les uns et les autres puissent assumer ces postures-là. Si, par exemple, si on prend l'exemple de l'ANR, là, le fait qu'il y a un appel à projet autour des sciences participatives, symboliquement, c'est quand même intéressant. On met l'accent sur le fait qu'il y a quand même une pluralité de la science qui est reconnue. Donc ça, il me semble que c'est plutôt positif. Mais je pense que je ne connais pas bien moi, tout ça. D'autres préciseront mieux que moi. Mais là, comme ça, je me dis qu'il y a aussi quand même des aspects négatifs. Et ça veut aussi dire que la recherche, elle est financée par des appels à projets. Et je sais pas, d'un point de vue des services publics, de la mise en concurrence des chercheurs entre eux et puis des associations entre elles, voilà, on maintient encore cet aspect-là. Donc il me semble que ça peut être un peu embêtant. Il me semble aussi qu'au départ, c'était un peu moins le cas, mais c'était surtout les laboratoires qui touchaient l'argent, en fait. Donc les associations, voilà. Voilà, c'est toujours le cas. Merci pour la confirmation. Ça dépend des programmes de recherche. Mais j'imagine, sur prestation, quoi. Enfin, si la recherche est... Non, financement des associations. Ça, c'est un changement assez... Ça, pour le coup... Mais pour tes travaux, non, pour le coup. Oui, ça dépend des programmes. Ce que tu dis, je trouve super important sur le... mais c'est général à la recherche, en fait. C'est pas... Mais la question, elle est bien là, c'est qu'à force le fonctionnement de la recherche et de la recherche-action en particulier, effectivement, on ne fonctionne que par projet. Donc il y a une forme de formatage aussi, en fait, des réponses qui sont données. Et on va même, pour certaines associations et pour de la recherche, on va aussi arrondir les angles par rapport aux questions que vous pouvez se poser au vu des enjeux qu'on rencontre sur le terrain. Et en même temps, voilà, la question du moment, le mot-clé du moment, c'est résilience, c'est transition. Ça ne pas, mais il peut y avoir d'autres exemples moins cohérents. Et du coup, on force les questions qu'on pouvait avoir pour que ça rentre et que ça réponde exactement à ce qui est décidé à notre échelle. Et effectivement, ça crée aussi ces concurrences de compétition. Les responsables des associations peuvent en parler bien des fois, qu'on retrouve aussi en recherche en général. Alors, je trouve que il y a ce côté positif négatif appel à projet, mais en même temps, l'existence d'un appel à projet de l'ANR, même si c'est 1%, j'aimerais quand même dire que sur le premier appel, il y a eu 20% de succès. Que la moyenne sur les ANR génériques est de 1,5-3%, je crois même pas. Donc, il y a on peut voir de la lumière quand même un peu dans l'affaire. Je pense quand même que sur les recherches participatives, en tout cas les financements de recherche participative, j'ai mis une hypothèse très forte, c'est que ceux qui font ces appels à projets ne savent pas tout à fait ce qu'ils veulent. Donc c'est la construction du cadre, des lignes d'évaluation, du cadre, des attentes, etc., se fait chemin faisant. Donc c'est par ils lancent, ils voient un peu ce qui remonte, et ça se construit chemin faisant. Et je pense que là, pour le coup, il y a des marges d'influence qui peuvent se jouer aussi sur la nature des choses qu'on peut porter, et le type de plaidoyer, on va dire, indirect qu'on peut avoir sur ce type d'appel à projet. Je pense que l'appel à projet, je n'ai pas regardé les appels génériques de l'ANR, comment ils ont reformulé les choses, je pense qu'il y a du changement par rapport à ce qui a été énoncé sur le premier. En fait, sur les appels à projets de l'ANR, autour des sciences participatives, je n'ai pas le titre exact en tête, les associations ne sont pas les seuls partenaires possibles. Il me semble que c'est important parce que du coup, les associations, il faut quand même rappeler qu'elles sont à but non lucratif. Donc c'est un peu différent aussi dans l'approche, mais en fait, tout autre type de structure à but lucratif peuvent aussi bénéficier de cet appel à projet. Et on peut aussi, si je fais un peu légal, on peut dire, tiens, les financements publics servent à financer de la recherche pour des structures à but lucratif, est-ce que j'ai vraiment tout ça en fait? Après, ça pose des questions en termes de propriété intellectuelle sur lesquelles je ne suis pas au courant. Voilà, il y a un ensemble d'enjeux autour de ces recherches qui ne sont pas que positives dans l'absolu, c'est bien, mais il faut être aussi savoir comment analyser tout ça. Ouais, mais là, en filigrane, j'ai l'impression qu'il y a aussi comment peser dans l'agenda de la recherche à des niveaux sur lesquels on n'a pas forcément d'impact. Notamment quand on parle, donc on commençait cette table ronde en disant qu'il y a des questions de recherche qui émergent dans les associations. Comment est-ce qu'on fait après pour faire matcher les deux, quoi.
Eh ben, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait un mot de la fin pour vous, quelque chose que vous aviez envie de porter et qu'on n'a pas pu aborder. Je vais juste rajouter un point. Non. Mais par rapport à ces évolutions, c'est ce qu'on voit parce que j'ai parlé d'INRAE, mais je pense que ça concerne d'autres instituts de recherche, mais il y a une reconnaissance, un appui pour ces démarches de recherche-action, recherche en partenariat, qui font qu'il y a aussi de nouveaux métiers qui apparaissent dans les organisations, de la même façon qu'il y a de nouveaux métiers dans les associations. Et voilà, c'est de nouvelles compétences qui émergent aussi avec ces évolutions-là, qui sont essentielles, et il y a beaucoup de choses encore à inventer. Avant les échanges avec la salle, non, c'est juste de se rappeler, comme il y a des académiques dans la salle et puis des associatifs, s'il fallait polariser, c'est peut-être de se dire qu'il y a 1000 façons de faire de la recherche et que ce ne sont pas les académiques qui ont ce monopole de la recherche. Et ça me semble important aussi de rappeler que dans la tradition de l'économie sociale et solidaire, ce sont bien les praticiens qui rencontrent des difficultés et qui font de la recherche. Alors je ne dis pas qu'il faut arrêter la recherche universitaire, c'est pas ce que je dis, mais je dis juste que dans la tradition militante, on fait de la recherche. Sauf que là, aujourd'hui, on est dans une accélération perpétuelle dans le faire et on oublie, on est peut-être moins dans la réflexivité, et je pense que cette réflexivité, elle est importante pour nos activités, pour nos engagements politiques et sociétaux. Je suis obligée d'en faire un aussi. Moi, j'aime bien penser que ce sont des espaces évidemment d'interaction, mais surtout de co-construction de capacités d'action, en fait. Et pour les chercheurs, et pour les acteurs. Et j'aime penser aussi que, même si les choses sont toujours plus compliquées que ça, qu'on peut construire des rapports équilibrés, je ne sais pas quel terme je peux utiliser, équilibrés, entre deux sphères qu'on écrit toujours comme... voilà. On a besoin des acteurs, des scientifiques. Je pense qu'on peut réfléchir sur Et ça me fait penser qu'il y a un manuel de l'EducPop conscientisante qui fait partie de la bibliographie, dans lequel il y a un chapitre justement sur la recherche-action et la place qu'a eu la recherche dans l'EducPop depuis que l'EducPop existe. Et ben merci beaucoup.